Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, la politique américaine au Proche-Orient et au Maghreb, alors que l'élection présidentielle américaine approche à grands pas. Ce sera très exactement dans un peu plus d'un mois, le 6 novembre. Nous sommes aussi plus d'un an et demi après le début du printemps arabe, des soulèvements en Méditerranée. Alors l'heure du bilan a sonné pour Barack Obama. Que retenir de son action en Méditerranée ? Le discours du Caire ne restera-t-il finalement qu'un discours ? Quelle action dans le règlement du conflit palestino-israélien ? On en parle avec nos 4 invités. Régis Le Sommier, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match et vous êtes l'auteur de David Petraeus, Un beau jour dans la vallée du Tigre. C'est aux éditions Éric Bonnier. Michel Collomb est également avec nous ce soir. Bienvenue à vous en provenance de Bruxelles. Vous venez d'arriver. Vous êtes journaliste, essayiste, fondateur du collectif Investigation. Votre nouveau livre, coécrit avec Grégoire Lalieu, s'appelle La stratégie du chaos, impérialisme et islam. Alors islam non pas au sens religion mais géographique, puisque vous parlez du monde arabe mais aussi de l'Asie mineure. Alors il s'agit d'entretiens avec l'ancien diplomate égyptien Mohamed Hassan. C'est aux éditions Investigation, couleur livre. Avec nous également Slimane Zeguidour, que nos téléspectateurs connaissent bien. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Merci de participer à Maghreb Orient Express. Vous êtes éditorialiste donc sur notre chaîne et vous êtes spécialiste des questions internationales. Et puis en duplex de Bruxelles, en Belgique, Bara Michail. Bonsoir Bara, merci d'être avec nous pour la première fois dans MOE. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de recherche sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l'AFRID. C'est un centre de recherche européen qui est basé à Madrid en Espagne. Vous êtes l'auteur d'une nécessaire relecture du printemps arabe. C'est aux éditions du Cygne. Et la première question, Bara Michail, elle est pour vous justement, puisque vous écrivez aujourd'hui sur ce qu'on appelle le printemps arabe. Qu'en est-il en la matière sur ce sujet précisément de la politique américaine, du rôle des États-Unis ces derniers mois ? Alors, on a bien vu, non seulement ces derniers mois, mais je dirais même le long de ces pratiquement 2 dernières années, c'est-à-dire depuis l'éclatement du printemps arabe, que les États-Unis avaient, à minima, je dirais, un rôle de fort accompagnement des évolutions du printemps arabe. Mais accompagnement qui se calibre aussi suivant leur définition de leurs propres intérêts. Donc, pour donner quelques exemples, on sait aujourd'hui que dans le cas tunisien, il y a eu une forte, disons, impulsion de leur part, de manière à ce que l'armée elle-même provoque le départ de l'ancien président tunisien Ben Ali. Dans le cas égyptien, on croit savoir que non seulement les choses se sont passées de la même manière, mais que de surcroît, il y avait eu des programmes de formation qui avaient commencé quelques années auparavant, à partir de 2008, très précisément, notamment sur le territoire serbe. Enfin, c'est toute une histoire avec plein de détails. Dans le cas libyen, on a bien vu aussi que le rôle de l'OTAN était lui-même un rôle qui avait été préconisé et très encouragé par les États-Unis. Mais là où j'apporterai un contre-exemple à tout ça, c'est en disant également que là où les intérêts des États-Unis se verraient menacés par un renversement des pouvoirs en place, eh bien, on voit que les États-Unis s'arrangent pour qu'il n'y ait pas trop de bouleversements. On l'a vu dans le cas du Yémen, où la crise a duré longtemps, et c'est plutôt l'allié saoudien, l'Arabie saoudite, qui a pu gérer la crise comme il le voulait. Et on le voit aujourd'hui encore dans le cas du Bahreïn. C'est-à-dire que dans le Bahreïn, on a quand même une situation qui demeure très inquiétante, avec des affrontements entre le pouvoir et une partie de sa population. Et sur ce plan, il y a également une gestion qui est déléguée à l'Arabie saoudite, qui elle-même quand même détermine, disons, les différents positionnements à avoir. Alors, restez avec nous, Bara Michail. Allez-y, terminez. Oui, un exemple qui me paraît fondamental, c'est l'exemple syrien aussi, parce qu'on voit que sur le plan rhétorique et sur le plan de certains soutiens sur le terrain, les États-Unis font tout pour gêner Bachar el-Assad et par extension gêner ses alliés, dont l'Iran, il ne faut pas l'oublier. Mais en contrepartie, étant donné que les États-Unis redoutent également un chaos qui pourrait suivre une chute brutale du régime de Bachar el-Assad, eh bien on voit que là où il y a eu une intervention indirecte dans le cas libyen, eh bien dans le cas syrien, il y a autre chose qui prévaut. Donc tout ça pour dire que les États-Unis en fait positionnent vraiment, je dirais, leurs pions suivant leurs intérêts et suivant ce qui les arrange effectivement. Michel Collomb, une politique américaine à géométrie variable dans la région, vous partagez ce point de vue ? C'est-à-dire que je crois que fondamentalement les États-Unis ne poursuivent que leurs intérêts et donc la libération des peuples arabes c'est une menace pour eux parce que le Moyen-Orient c'est le pétrole. Le pétrole, comme chacun sait, ça appartient aux États-Unis partout
où ça se trouve dans le monde. Et donc c'est un enjeu fondamental. Vous avez 300 millions d'Arabes dans une vingtaine de pays. Les jeunes n'ont aucune perspective d'avenir et ne peuvent pas trouver un emploi à cause des élites qui ont été mises en place et protégées par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent du pétrole ? Est-ce qu'on va continuer à aider les États-Unis, notamment en finançant leur guerre ? Ou est-ce qu'on va faire une politique comme Chavez ou comme Evo Morales qui consiste à utiliser l'argent du pétrole pour mettre fin à la pauvreté, qui est un énorme problème. Et bolivien. Oui, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent du pétrole ? Et là, c'est une question clé où Obama a en fait continué la politique de son prédécesseur Bush, c'est-à-dire garder la mainmise des multinationales sur le Moyen-Orient, sur le pétrole, aussi sur l'ensemble du monde musulman, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Soudan, parce que pour eux, tout ça, ça ferme une grande zone dans laquelle il s'agit en fait d'empêcher une alliance des pays du Sud, une alliance de la Chine, des pays arabes, des pays africains, des pays latino-américains, qui est déjà en train en fait de changer les rapports de force économiques et politiques dans le monde. Donc les États-Unis, effectivement, cherchent absolument à empêcher ça. D'une part, en protégeant de toutes les manières les dictateurs qui leur mangent dans la main, et d'autre part, en profitant pour organiser des guerres civiles, soi-disant, qui sont en réalité des guerres préparées aux États-Unis, pour renverser les régimes qui leur résistent. Alors Régis Le Sommier, vous êtes, puisqu'on parle du bilan de l'administration Obama, vous êtes intéressé à cette question finalement très sensible des assassinats ciblés avec ces drones, politique mise en place par George Bush et qui a été pérennisée sous l'ère Obama. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que le jour de l'investiture d'Obama à Washington, lors de sa première visite, de son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama a dit « C'est une journée formidable. Aujourd'hui, nous avons aboli la torture. » Il faisait référence évidemment aux pratiques, notamment de la CIA, de ce qu'on a appelé le waterboarding et tout un tas de faits qui ont été utilisés contre des terroristes à Guantanamo et autres. Sur ces questions-là, Barack Obama a toujours été très sensible. C'est un humaniste de tradition, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. Mais on s'est aperçu que immédiatement après, il n'avait pas tout à fait conscience de l'incroyable machine dont il héritait de son prédécesseur. C'est-à-dire qu'à partir de 2006, notamment la CIA et un certain nombre d'autres officines, comme ce qu'on appelle le JSOC, c'est-à-dire le Joint Special Operation Command, qui est l'organisme des services américains, ces entités-là, en fait, étaient en place. Elles avaient été mises en place par George Bush pour corriger un certain nombre d'erreurs, pour corriger, par exemple, toute l'appel au djihad en Irak, comment finalement cette situation est devenue épouvantable en Irak et en Afghanistan. Et tous ces outils-là, il s'est retrouvé à la tête de ça. Il avait ça dans les mains. À titre personnel, en tant que journaliste, qu'est-ce qui vous choque ? Est-ce que c'est le fait qu'il ne se soit pas trop critiqué dans les médias alors que ça l'était il s'agissait de George Bush, ou est-ce que c'est le fait qu'il ait obtenu le prix Nobel de la paix très tôt ? Il a obtenu le prix Nobel de la paix, à mon avis, de façon assez prématurée. Et il a, je dirais, utilisé les drones. Les drones ne sont qu'une partie de tout cet artifice, de toute cette machine de guerre. Oui, bien sûr, la CIA a recruté, notamment au Pakistan, presque une véritable armée localement à peu près 3000 hommes. Enfin, il y a des choses assez incroyables qui ont été développées par les Américains dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda, entre autres, mais plus largement contre toutes les menaces possibles et imaginables. Mais Obama, en fait, je vais donner un chiffre précis, c'est que dans la première année de son mandat, il y aura 5 fois plus de frappes de drones que dans l'ensemble de la durée de la présidence Bush. Donc, des deux mandats de George Bush. Slimane Zeguidour, quand on entend ça, alors précisons ce soir qu'on ne parle pas de la politique intérieure américaine, de la réforme de la santé de Barack Obama ou de l'Obamacare, par mesure d'équité avec son rival républicain Mitt Romney. Alors il n'y a rien à retenir de bon au niveau international, Slimane, de Barack Obama ? De bon, ça dépend pour qui. C'est sûr que pour ses rivaux républicains, il l'accuse d'être un mollasson, de n'avoir rien fait, d'avoir laissé péricliter les intérêts, l'influence et l'ascendant de l'Amérique. Du point de vue des pays arabes qui ont été libérés, entre guillemets, comme la Libye, ou en tout cas qui se sont débarrassés de leurs dictateurs, ça c'est certain, Tunisie et Égypte et Libye, on voit
à la faveur de cette affaire, lamentable affaire de films anti-musulmans, qu'il y a une hargne anti-américaine, alors que l'État américain n'est en rien. Je pense même qu'ils l'ont déploré, ils ont tous, de Hillary Clinton au président lui-même, ont dénoncé ce film. Néanmoins, il y a une hargne anti-américaine qui s'alimente évidemment de la frustration du fait que les États-Unis ont soutenu ces dictateurs pendant des années. Donc, en termes de diplomatie publique, c'est-à-dire d'amélioration de l'image des États-Unis dans le monde arabe, autant le discours du Caire en 2009 a été un discours annonciateur, notamment lorsqu'il a dénoncé les colonies israéliennes dans les territoires occupés comme étant des institutions totalement illégales et que depuis, donc ça avait suscité un espoir de relance du processus de paix. Depuis, on a vu sa rétraction sur la question des colonies. Et du coup, effectivement, il faut aller dans l'électorat Il y a aussi des considérations de politique intérieure. On va revenir sur le dossier palestino-israélien. Je voulais quand même faire remarquer une chose. Tous les deux, je vais vous faire réagir. Mais on a le duplex et le temps presse, puisqu'on est limité par rapport à notre duplex à Bruxelles. Bara Michael, je me tourne vers vous. Alors soyons clairs, quand on parle du projet américain de Grand Moyen-Orient, vous le rappeliez vous-même dans une interview récemment, c'était en février 2004. Alors il y a 3 principaux points à retenir: démocratiser le Moyen-Orient, réformer les programmes scolaires et les modalités d'enseignement dans cette région, et convertir l'ensemble des économies des pays concernés au libre-échange. Alors, je me tourne vers vous, Bara Michael. Faut-il en déduire que les États-Unis ont pour principal souci de démocratiser la région, ou alors est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Ouais, non, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'en l'occurrence, ces 3 points que vous évoquez sur le projet de Grand Moyen-Orient qui avait été lancé sous l'administration Bush sont 3 points principaux qui sont quelque part la couverture reluisante de cette stratégie qui a été sollicitée par l'administration Bush. Donc, pour le dire autrement, et sans vouloir verser dans la théorie du complot, mais je dirais que déjà ce que l'on avait reproché à l'administration Bush, c'est le fait que son approche du dossier irakien et son approche de certains dossiers proche-orientaux avait suscité des tensions communautaires. Et on le voit très bien dans le cas de l'Irak, où on n'a pas un Irak uni aujourd'hui. On a un Irak fédéralisé avec des replis communautaires. Et donc, en ce sens, moi, je ne suis pas sûr de ce que Barack Obama soit lui-même sur la ligne d'une confessionnalisation de la donne liée au monde arabe. Moi, je suis prêt à croire qu'il est sincère dans sa volonté de voir une ouverture politique et une démocratisation s'imposer ou que possible au niveau du monde arabe. Mais comme l'a très bien rappelé Régis Le Sommier tout à l'heure, peut-être que Barack Obama a pris conscience un peu tard de ce qu'il était devant une très très lourde machine, et qui plus est une machine américaine qui se doit de confirmer ses intérêts, qui se doit finalement d'aller dans le cynisme s'il le faut, plutôt que de pencher vers des aspects de type moral. Donc en gros, moi je crois que quand on a une rhétorique qui consiste à dire que la démocratisation c'est bien et l'ouverture politique c'est bien, c'est quelque chose qui correspond plutôt à du packaging pour les Américains, mais dans la réalité des faits, on voit bien que si les États-Unis sentaient qu'une plus grande vague pour le printemps arabe pourrait leur amener des acteurs plus hostiles à leurs intérêts, je crois que d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangeraient quand même pour contrer les effets de cette même animosité vis-à-vis d'eux. Alors restez avec nous, Bara Michael, parce qu'il y a deux réactions en plateau. Michel Collomb d'abord. Je voudrais intervenir sur 3 points qui ont été soulevés. Obama sincère, la question des stratégies de guerre d'Obama et la question de la démocratie. Obama sincère, désolé, mais sans verser dans la théorie du complot, comme on dit. Pour être président des États-Unis, il faut rassembler au minimum $1 milliard de soutien venant des multinationales qui ne vont pas élire nommer quelqu'un de gauche. Ça, je n'y crois pas. Deuxièmement, la stratégie spécifique de Obama, c'est que ses conseillers, Brzezinski en tête et d'autres, ont bien vu que Bush, qui menaçait d'envahir le monde entier, s'est cassé la figure en Irak, en Afghanistan, et que la guerre directe avec occupation de troupes, ça ne marche pas. Ça coûte cher, ça provoque des résistances, c'est un échec, c'est une catastrophe. Il se retire, soi-disant, d'Irak et d'Afghanistan, c'est la défaite. Donc, on va utiliser la guerre indirecte avec la CIA, et c'est pas par hasard que celui qui a employé des nouvelles méthodes en Irak est nommé à la tête de la CIA, c'est-à-dire torture, assassinat, corruption, désinformation. Mais je termine quand même, ça me semble très important. Et donc, si on intitule cette nouvelle stratégie la stratégie du chaos, c'est qu'en fait, on fait une guerre indirecte
en finançant par les services secrets des guerres qu'on va appeler guerres civiles dans les pays qui dérangent, et puis on fait semblant d'être surpris, et puis on fait semblant qu'il faut aider contre un méchant dictateur, toute sa population est contre. En réalité, c'est beaucoup plus complexe en Syrie, en Libye, et c'est pour ça que ça a duré si longtemps, et dans d'autres pays, c'est plus complexe. Il y a des pros et des contre, et donc les États-Unis s'arrogent le droit de dire qui peut gouverner dans tel ou tel pays. Et en même temps qu'on envoie l'Arabie saoudite massacrer les manifestants au Bahreïn, on prétend apporter la démocratie en Syrie et ailleurs. Et là, c'est mon troisième et dernier point. La démocratie, excusez-moi, on ne peut pas y croire. C'est quand même les États-Unis qui financent et qui protègent la plus grande partie des dictateurs de la planète, qui ont fait des coups d'État manqués contre Chavez et Evo Morales, réussi au Honduras, réussi dans certains pays africains. C'est les États-Unis qui apportent la démocratie avec l'Arabie saoudite, l'État le plus réactionnaire, théocratique, esclavagiste au monde, avec le Qatar, avec Israël, et même en faisant alliance avec certaines ex-milices recyclées d'Al-Qaïda. Alors, s'il y a une chose, et je termine, s'il y a une chose que les États-Unis ne veulent pas, c'est je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu, je termine, je ne vous ai pas interrompu, je termine. Vous aurez le temps de répondre. Par politesse envers un spectateur, laissez-moi terminer. S'il y a une chose dont les États-Unis ne veulent absolument pas, c'est la démocratie. Parce que si les peuples arabes ont vraiment leur sort en main, ils vont dire terminer l'occupation israélienne et la négation des droits des Palestiniens, terminer le pillage du pétrole pour quelques émirs qui construisent des tours de 800 mètres, et on veut vraiment utiliser l'argent du pétrole et nos ressources pour échapper à la misère et se développer nous-mêmes. Donc ça, c'est pas du tout l'intérêt des multinationales US qui sont le vrai patron d'Obama. Je vous en prie. Régis Le Sommier, je crois que vous étiez en train de bouillir. Non, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Michel Colomb. Non, je suis absolument pas d'accord avec cette analyse qui me paraît naïve, moraliste, dans laquelle finalement reviennent des concepts de démocratie. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que d'abord Barack Obama, je vais d'abord revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, Barack Obama a éliminé Ben Laden. D'abord, c'est quand même quelqu'un qui été financé par la CIA et mis en place par la CIA. Oui, peu importe. Mais ça, c'est des équilibres. C'est très facile aujourd'hui sur un plateau. Qui a mis en place Ben Laden. Non, mais c'est aussi les Saoudiens, c'est aussi plein de monde. Oui. Écoutez, c'est pas Bush qui est allé dire à Ben Laden, vas-y, tu vas faire ton djihad. Si Ben Laden, et vous êtes évidemment pour la théorie du complot. Vous pensez que c'est la CIA qui a fait péter les. Si. Votre analyse est extrêmement caricaturale. C'est pas une théorie du complot. Et Monsieur Brzezinski, le conseiller de Carter, a dit oui, nous avons financé Ben Laden en Afghanistan. Donc, c'est les États-Unis eux-mêmes qui sont David Petraeus déjà est sur la torture, parce que ça, je pense que c'est le point sur lequel vous serez d'accord, même si dans le livre, vous, finalement, vous dépeignez plutôt un général qui est plutôt quelqu'un qui a tout fait, vous dites, pour sortir le pays du bourbier irakien et afghan, mais concrètement, sur ces méthodes-là, vous êtes d'accord? Je ne me base pas, à la différence de Michel Colomb, sur des analyses. Je n'ai pas fait une analyse politique de David Petraeus. Je me suis intéressé à ce personnage parce que ce personnage fait partie des gens qui, quand il y a un problème comme la guerre en Irak, comme l'invasion de l'Irak, quand il y a un problème comme l'Afghanistan, la présence de la coalition en Afghanistan, mettent les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, c'est des gens qui, ils ont un certain nombre, ils ont une guerre sur les bras et il faut en sortir. Alors, vous parliez de défaite, etc. Je ne suis absolument pas d'accord. Non, mais l'ensemble du monde était d'accord pour y aller à l'époque. Oui, qui n'était pas, même les Iraniens étaient pour. Donc, non, les Iraniens ont même proposé à l'époque Alors, je vais juste dire au revoir. Pardon, Régis Le Sommier, je vais dire au revoir malheureusement à Bara Michael, puisque on est pris par. Non, vous allez développer les arguments, c'est pas ça. C'est non, je peux pas vous laisser dire ça. Je vais être très clair. Il est 20h19 à Paris et 20 secondes. Dans 30 secondes, on perd le duplex. Je salue quand même Bara Michael, qui a été avec nous dans Maghreb Orient Express. Bara Michael, je rappelle le titre de votre livre, Une nécessaire relecture du printemps arabe. C'est aux éditions du Cygne. Vous aurez l'occasion de revenir plus longuement dans Maghreb Orient Express à l'avenir. Merci à vous, Bara Michael. Bonne continuation. Voilà, Régis Le Sommier, et je vous laisse terminer. C'était juste pour dire au revoir à Bara Michael. Au revoir, et merci pour son analyse aussi qui était très claire. Peut-être plus revenir sur le printemps arabe, parce que ce que vous n'êtes pas d'accord avec Michel Colomb, c'est finalement sur ce côté prémédité, je suis d'accord avec Michel Colomb sur une chose, c'est sur le fait que les États-Unis défendent leurs intérêts. Ça a toujours été le cas. Il y a moins de naïveté peut-être que chez les Français, et par exemple, qui se sont embarqués la fleur au fusil en Libye pour des intérêts qui étaient finalement pas tellement les leurs. On
a essayé de faire éclore là-bas quelque chose, on s'est aperçu qu'on s'était quand même bien planté avec ce qui s'est passé au Mali et notamment avec l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi. C'est quand même, on a peut-être un peu naïvement aussi encouragé les mouvements qui allaient contre Bachar el-Assad pour s'apercevoir que finalement il y avait des types qui n'étaient pas tout à fait très clairs derrière. Voilà, les Américains, eux, ont analysé, et là je suis d'accord avec Michel Collomb, finement tout ce qui s'est passé. Effectivement, comme le disait votre correspondant à Bruxelles, à chaque fois que leurs intérêts leurs intérêts vitaux, comme la présence de la 6e flotte à Bahreïn, la révolte a été matée par le biais des Saoudiens. Au Yémen, cinquième flotte. Au Yémen également. Donc à chaque fois, le régime n'est pas tombé quand il allait dans le sens, y compris l'Égypte, qui était peut-être le régime le plus critique. Bon. Ça, c'est une réalité. Maintenant, de dire que les États-Unis systématiquement encouragent des mouvements, sont sympathiques avec les dictateurs et autres, peu importe. La question, c'est que les États-Unis défendent leurs intérêts d'abord. Quand ça va dans le sens de la démocratie, ils le font. Quand ça va pas dans le sens de la démocratie, voilà, il peut y avoir dans certains cas, et là, c'est la réalité, des soutiens à des dictateurs. Mais la France l'a fait aussi, et tous les pays le font. Alors, voilà. Une image quand même, une petite respiration. Le discours de Barack Obama, puisque Slimane, vous en parliez tout à l'heure, c'était en juin 2009, c'était à l'université du Caire. Le discours s'appelait A New Beginning, c'est-à-dire un nouveau départ. Slimane Zeguidour, alors le Proche-Orient, on l'a dit, sous Barack Obama, il n'y a pratiquement rien eu, soyons clairs là-dessus. Sur l'Iran, est-ce qu'il va y avoir une guerre ou est-ce qu'il n'y aura pas de guerre? Dites-nous, bien malin qui pourra le dire, mais dans quel état en est-on aujourd'hui? Dans quel état, si on en croit la presse, évidemment, les Israéliens poussent à la roue pour attaquer ou forcer avec ou sans les Américains. Les Américains laissent faire les Israéliens pour se donner une marge parce qu'il y a les élections. Bref, il y a beaucoup de spéculations. Il y a de l'intox, beaucoup d'intox, parce que avant même qu'il y ait une guerre militaire, il faut qu'il y ait une guerre psychologique. Et donc, la guerre des nerfs, des ondes, des fausses révélations, des ballons d'essai est en marche. Donc là, ce serait trop prématuré et même imprudent de spéculer sur un élément aussi grand qu'une guerre entre Israël, par exemple, et l'Iran, qui aurait des conséquences, pour le coup, réellement incontrôlables par qui que ce soit. En revanche, je voudrais juste revenir sur une petite remarque par rapport à ce printemps arabe. Il a déjà une conséquence énorme sur l'architecture de ce qu'on appelle le monde arabe depuis la création de la Ligue arabe en 1945. Et il n'y a plus de Ligue arabe, j'entends. Il y a une bureaucratie de la Ligue arabe au Caire. Il y a des envoyés de la Ligue arabe dans la plupart des capitales occidentales. Néanmoins, concrètement, dans les faits, il y a une guerre ouverte aujourd'hui entre les pays arabes. Et essentiellement entre les pays arabes qui étaient dans l'orbite soviétique, Irak, Syrie, Libye, Algérie, mais l'Algérie est un autre cas, ces pays-là ont subi un destin particulier. En revanche, les pays qui étaient dans l'orbite américaine, Maroc, Tunisie, Égypte, Yémen et Bahreïn, eux ont subi un destin particulier. Il y a aussi ce renversement que le pays arabe le plus peuplé, l'Égypte, qui était le centre de gravité du monde arabe, a vu sa place prise par le plus petit pays arabe, qui est le Qatar. Alors Michel Collomb, peut-être vous qui vous intéressez beaucoup à la question médiatique, vous avez écrit Libye, OTAN et médias mensonges. Est-ce que, comme dit Slimane Zeguidour, ça a déjà commencé médiatiquement? On entend souvent des choses à propos de l'Iran. Dans ce livre, La stratégie du chaos, vous voulez démonter, notamment à travers cette interview, sur des propos plutôt déformés de ce qu'aurait dit le président iranien Ahmadinejad sur Israël. Vous revenez sur ces questions-là. Votre point de vue sur la couverture médiatique? Je pense que d'une manière générale, la couverture médiatique du printemps arabe et de tous les enjeux qu'on a évoqués est une couverture du côté des intérêts dominants. Pour la raison très simple, c'est que la plus grande partie des grands médias occidentaux sont aux mains de multinationales qui profitent de la guerre, donc elles ne vont pas parler contre leurs intérêts. Et là, je voudrais dire une chose. Quand on nous dit que les États-Unis défendent leurs intérêts, attention, défendent les intérêts de leurs multinationales. Personnellement, je ne vois pas en quoi c'est l'intérêt du simple citoyen des États-Unis, où je rappelle, il y a 45 millions de gens sous le seuil de pauvreté, où la santé, l'éducation, etc. sont dans des conditions épouvantables, où il y a un problème d'emploi. Je ne vois pas en quoi c'est leur intérêt d'aller dépenser 3 000 milliards de dollars pour la guerre en Irak. Il reste 45 secondes, il faut que Régis Sommier réagisse. Allez-y, Michel Collomb. Donc, en fait,
Et 3 000 milliards de dollars, c'est 50 ans de sécurité sociale aux États-Unis. Donc ça n'est pas l'intérêt des citoyens, ça n'est l'intérêt de personne. Et ils détruisent les pays qu'ils occupent. Ça doit être dit. Régis Sommier, l'Iran, pour vous qui êtes reporter, président, on l'a pas dit grand reporter, on va inéluctablement vers une guerre, une nouvelle guerre sur cette planète? Moi, je ne le souhaite pas. Quand on a vu effectivement le mal qui a été créé, qui a été causé par l'intervention en Irak, et là encore une fois, c'est une décision de Bush. C'était une guerre de volonté, pas une guerre de nécessité. À la différence de l'Afghanistan, où il fallait bien déloger Ben Laden et également mettre fin au régime des talibans. Installé par les États-Unis. Oui, peut-être. Non, mais ça c'est votre. En tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de guerre en Iran. C'est 77 millions d'habitants. L'Iran, c'est un pays montagneux. S'il y a une invasion au sol, ça va être quelque chose de considérable. L'Iran aussi, c'est le monde chiite. La voie politique est diplomatique. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour essayer d'endiguer ce problème. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci à tous.